Vois-tu, ma petite fille, il n'y a que 3 attitudes possibles face à un trésor. Depuis toujours, que ce trésor soit une femme, un diamant, une terre ou une formule magique, l'homme cherche à le convoiter, le posséder ou le protéger. Tout comme il n'y a que 3 sortes de personnes, les jaloux, les égoïstes et les conservateurs. Retiens bien cela, personne ne partage un trésor. Dans One Piece, l'événement le plus important de l'ère précédente a comme genèse un vice simple, mais bien réel, en chacun de ses acteurs. L'incident de God Valley, ou la tragédie de la convoitise. Effectivement, la cupidité est le moteur de ce conflit. Ochoku, qui représente la corruption, a trahi son équipage pour de l'argent. Il symbolise la déchéance pirate face à la cupidité. Bien que nous pensions avoir vu une cohésion au sein des membres des Rocks, il a suffi d'éveiller les désirs profonds de son cœur pour voir son masque tomber. Comme on dit, il n'y a rien de mieux que l'argent pour reconnaître la fiabilité d'une relation. Malgré leur surpuissance, les Rocks avaient une faiblesse, l'absence d'unité. La convoitise institutionnalisée du gouvernement mondial a rajouté de l'huile sur le feu à ce conflit. Garling parle de quelque chose qui devrait intéresser Im-sama. Nous n'avons pas la réponse, mais cela a sans doute un lien avec les dévis ou encore les ressources de l'île. Parmi les lots gagnants, le principal, à la source du conflit, Shaki, la femme la plus convoitée du monde, sera mise à disposition pour le vainqueur du jeu. Comme l'a dit Tupac, de manière bien moins poétique, les hommes sont prêts à s'entretuer pour les beaux yeux d'une femme. Terre, armes, savoir, fruits du démon sont tous à la clé de la chasse organisée, cette dernière ayant pour seul but le divertissement des dragons célestes. Le contrôle de l'héritage étant une véritable obsession chez eux, Garling est revenu chercher ses enfants, malgré qu'ils soient des métis de la plèbe. On voit qu'il leur porte un intérêt, quand Maffei a peur de blesser Shamrock et d'énerver Garling. Perpétuer des génocides par tradition et éradiquer une lignée historiquement ennemie, les Devi, sans être concernés par ce conflit vieux de plusieurs siècles. La cupidité n'est alors plus individuelle, mais systémique, une logique d'empire. On ne sait pas pourquoi on agit ainsi, mais on le fait quand même. L'institution le demande. Les pirates, quant à eux, naviguent entre liberté et avidité. Big Mom et Kaido en sont un excellent exemple. En quête de puissance, on peut dire que ça leur a bien réussi. 30 ans plus tard, les deux feront partie des 4 pirates les plus puissants et plus influents du monde. Leur chasse aux fruits du démon, une véritable course contre la montre, nous expose leur priorité. Devenir fort. Shaki, les esclaves, les civils, la marine, rien n'importe réellement, si ce n'est leur avidité de pouvoir. Cependant, les prix sont à la vue de tous. Premier arrivé, premier servi. Kaido finit par frapper Big Mom pour récupérer le prix. Sa soif de pouvoir passe avant toutes sortes de camaraderie. Le reste des Rocks va se rabattre directement sur le reste des trésors pour avoir réalisé que Riley avait tiré le gros lot qui est Shaki. Roger et son équipage sont au-delà de toutes attentes, eux aussi motivés par une quête de possession. Certes, cette dernière a une valeur plus affective et sentimentale que le reste des acteurs cités jusqu'à présent, mais elle est au bout du compte le reflet d'un désir profond de posséder Shaki pour soi. Au diable la morale, du moment que j'obtiens un trésor, je serai satisfait, parce que prendre ce qui te plaît, c'est le propre d'un pirate. Monkey D. Garp, l'orgueil et l'entêtement d'un dossier sensible, le héros de la marine, le point de la justice et de l'amour, le grand-père badass du personnage principal. Il est possiblement celui qui se dirige sur God Valley avec les intentions les plus futiles, se battre avec Roger. Cependant, se cacher derrière son petit doigt n'est plus possible. Garp a vu les atrocités de God Valley. Il y a participé comme son blâme dragon, même à contre-cœur ou indirectement. Il a vu l'arrivée d'Im-sama. Pourtant, 40 ans plus tard, il fait toujours partie de ce système. Les convictions de Garp ne sont pas claires. Et cela nous pousse inévitablement à remettre en question son sens moral. En voyant toutes les personnes supposées être sous son aile, la question n'en est que renforcée. Dragon l'a quitté très vite pour créer un contre-pouvoir. Aokiji l'a quitté également face à la corruption et le nouveau système absolu en marche. Ace et Luffy ont préféré une vie de pirate libre tout en restant vertueux. En dépit de tout cela, il se posera lui-même la question durant le massacre. Mais quelle est cette justice ? Oda a certainement prévu une circonstance atténuante ou encore une future rédemption. Cependant, force est de constater que Garp n'est pas exactement le héros justicier que l'on nous a vendu, mais il est plus proche d'un outil de propagande, borné, se contentant de son CDI face aux réelles injustices de ce monde. Dans l'ombre de ce conflit, il y avait un duel. Le monde, la propagande et le contrôle contre l'esprit bien trop libre de David Xebec.
prônant la liberté et voulant dominer le monde. Pourtant, jusque-là, il ne donne pas l'impression que ce soit par avidité, mais pour une cause plus grande, dont seul lui et les Davy semblent être au courant. Sa cause semble noble, il nous paraît même comme sympathique et inspirant, mais ses méthodes sont radicales. Un homme trop libre, sous un régime d'obscurantisme et de contrôle total, ça dérange. Alors le GM compte bien se servir de toutes les failles possibles pour mettre fin au tsunami Xebec. À la différence de tous, il ne vient pas pour un trésor, mais pour sauver sa femme et son enfant, même en sachant que sa fin est proche. Une représentation d'amour et d'abnégation qui s'oppose à la cupidité des autres. Imunerona, dit le monde, représentant l'avarice, ne cherche pas à s'emparer de quelque chose, mais à conserver la mainmise sur absolument tout dans son régime totalitaire. Tout pirate fait face à la trahison, car l'amour peut devenir une marchandise. Harald, le deuxième lien le plus fort de la vie de Xebec, sera un outil précédant sa chute. Le parallèle est beau. Xebec continuera de tracer sa route et ne courbera jamais l'échine. Malgré tout, il sera prêt à donner sa vie pour sauver les siens. Harald, quant à lui, sera prêt à renier ses amitiés et lui-même, en se rasant la tête et en s'arrachant les cornes, pour suivre la voie qui semble la meilleure pour son peuple, celle du GM. Même le lecteur est victime de la machination. La propagande véhiculée par Sengoku nous atteint nous aussi. Jusqu'à son apparition, durant le flashback de Loki, nous avons tous cru un Xebec maléfique et impitoyable. Cela nous rappelle de ne jamais juger sans avoir les deux versions d'une histoire, car au final, seuls les vainqueurs racontent ce qu'ils veulent. C'est dans ce décor que l'on comprend que la faiblesse est une tragédie. Esclaves et impuissants, Kuma, Ginny, Iva et le reste des esclaves sont victimes d'un monde où la vie humaine vaut moins qu'un fruit du démon ou du divertissement des dragons célestes. Ils n'ont rien demandé. À peine âgés d'une dizaine d'années, ils luttent pour leur survie et leurs droits humains. Marshall Dittich, lui aussi, âgé d'à peine 2 ans, se retrouve confronté à la haine de ce monde alors qu'il n'a rien fait. Il y a également Dragon, ou le paradoxe du révolutionnaire obéissant. Ce personnage a vu sa vie et sa vision du monde basculer ce jour-là. Dans la marine par reproduction sociale, et sans doute dans la volonté de faire le bien, il tombe de haut quand il est confronté à la réalité de cette institution et de sa participation aux horreurs qu'il rejette. Il est alors confronté à un choix, fermer les yeux et rester un bon soldat obéissant, ou alors rester fidèle à ses valeurs et agir comme son cœur le lui indique. Il va alors nous dépeindre la meilleure représentation du héros dans le manga. Il est le plus altruiste, le plus désintéressé de tous. Il vole les jumeaux d'un chevalier divin, tire en pleine tête d'un dragon céleste, aide les esclaves à s'échapper. Tout cela en risquant son grade, son escouade et même sa vie. Faire le bien passe avant tout intérêt personnel, et cela fait de lui, en étant faible, la plus grosse anomalie de cette bataille. Enfin les habitants, quand les faibles ne choisissent ni leur vie, ni leur mort. Bébés, femmes, enfants, adultes, vieillards, personne n'échappe au jeu macabre. Pendant que les faibles crient à l'aide, les forts, eux, jubilent. Au final, qui sont les gentils? Qui sont les méchants? Où est l'espoir? Chaque camp pense poursuivre un but noble, mais en fin de compte, tout se ramène à la possession, que ce soit d'argent, de femmes, de pouvoir ou quelconque trésor. Xebec et Dragon, sans oublier Kuma, agissent par amour et altruisme. Ils ne convoitent rien, si ce n'est faire du bien aux leurs. Dans un parallèle merveilleux, nous avons Shanks et Teach, qui sont les trésors de Eris, Xebec et Dragon. Un sous-texte fascinant quand on sait que les deux derniers seront les deux plus grands criminels de l'ère contemporaine de One Piece. Un dont le nom sera Tu et l'autre qui sera considéré comme le plus grand criminel du monde. Et pour finir, la dualité de deux enfants miraculés ce jour-là se perpétuera jusqu'au sommet de la piraterie. Ainsi, God Valley devient le cimetière de cœurs vertueux, le théâtre de la convoitise qui engloutit tout, même la mémoire de l'homme le plus libre. Cependant, son héritage, lui, demeure. Faisons attention à l'histoire qui nous est transmise, car elle est le récit des vainqueurs uniquement, et elle peut varier en fonction de la perspective adoptée. Comme on dit, la différence entre un héros et un vilain
C'est que le premier sacrifie une personne pour sauver le monde, tandis que le deuxième sacrifie le monde entier pour sauver une personne.